La scène politique congolaise a été marquée par deux actualités majeures, notamment la démission de l'ancien gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katoué, ainsi que la création, bien la sortie officielle de la nouvelle coalition de l'opposition C64, deux thématiques sur lesquelles nous allons nous attarder dans cette émission autour de la question d'aujourd'hui sur les antennes de Logos Télévision. Madame, Monsieur, de partout vous nous regardez, soyez les bienvenus dans ce magazine d'actualité sur les antennes de Logos Radio et Télévision. Avec moi sur ce plateau, je reçois Monsieur Alidor Sompo. Vous êtes analyste politique indépendant ici à l'ICACI. Bienvenue autour de la question. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de l'invitation. J'en profite aussi pour saluer mes co-débatteurs et tous ceux qui sont en train de nous regarder en ce précis moment. Voilà, comme vous le constatez, il n'est pas seul sur ce plateau, ou du moins, il ne sera pas notre seul invité. Avec moi également sur le plateau, Maître Joël Kassongo, à qui je dis également bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup pour l'invitation et je dis encore merci, je profite de ce moment pour dire bonsoir à nos téléspectateurs qui nous suivent à ce moment et dire bonsoir à monsieur le maire Gradir Ali Mungomba Tamba pour le travail qu'il est en train d'accomplir jour et nuit. Alors, je signale que vous êtes cadre du parti ACR de Eliezer Tamboué, également membre de l'Union Sacrée de la Nation. Avec nous également sur ce plateau, monsieur Dan Moulunda, président de la Ligue des jeunes du parti politique Envol de Deli Sessanga. Monsieur Dan, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Salim. Je suis vraiment très content et très ravi de me retrouver sur votre joli et beau plateau. Et je profite pour saluer aussi les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à ce net et précis moment. Et je profite aussi de la même occasion pour saluer mes co-débatteurs, ainsi que Maître Joël, l'ancien membre du parti Envol. Voilà, je crois que c'est ici que toute la vérité va sortir. Parce que nous, on ne savait pas qu'il était ancien membre. Alors, madame, monsieur, bienvenue encore une fois dans Autour de la question sur les antennes de Logos Télévision. Aujourd'hui, nous allons parler de deux thématiques telles que annoncées au début de cette émission. Nous parlerons justement de cette nouvelle qui est tombée depuis le 21 mai de cette année, la démission de l'ancien gouverneur, désormais ancien gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katoué. Déjà, monsieur Alidor Sompo, pour vous, comment est-ce que vous accueillez cette démission de Jacques Kabula Katoué? Merci beaucoup pour la question. Je ne suis pas surpris de sa démission. Parce que en tant que politologue de formation, je sais que quand on est au pouvoir, on doit se préparer un jour pour quitter. En fait, le fait d'être interpellé à Kinshasa pour une question politique, pour une consultation politique, et cela a pris un temps. Vous savez, c'est le temps qui pose problème. Il a fait plus de 10 mois à Kinshasa. Et on ne peut pas gouverner une province par téléphone. Non, il fallait qu'il soit sur place. Ça, c'est un problème. Et le fait seulement de notifier son vice pour qu'il puisse gérer les affaires courantes, j'ai compris déjà que c'est son départ. Et le jour que le vice a formé son gouvernement provincial, l'exécutif provincial, pour moi c'était déjà la fin de Jacques Kabula Katoué comme gouverneur. Parce qu'on ne peut pas être là et votre vice forme le gouvernement provincial. Pour moi c'était déjà son départ. Donc je ne suis pas surpris de son départ. C'est normal en politique. Maître Joël, pour l'Union Sacrée de la Nation, cette démission de Jacques Kabula Katoué, qu'est-ce qu'elle représente? En tout cas, la démission du gouverneur honoraire Jacques Kabula Katoué représente au moins la maturité politique. Vous savez, la bonne manière de faire les choses, c'est démissionner au lieu peut-être de subir une sanction quelconque. Alors, moi, je comprends ici qu'il a réfléchi en grand pour dire au revoir à sa province. Bon, malheureusement, du point de vue juridique, comment ça se passe lorsqu'un gouverneur démissionne? Donc, c'est tout son gouvernement qui part avec lui. Mais chose grave, que lui n'a pas pu partir avec tout son gouvernement, c'est parce que le gouvernement avait déjà subi un remaniement. Alors, c'est comme ça que je dirais peut-être était la chance du gouvernement. Est-ce que ça veut dire que l'Union Sacrée sera déséquilibrée parce que Jacques Kabula Katoué a démissionné? L'Union Sacrée compte plusieurs acteurs politiques
le départ ou la démission d'un seul acteur politique ne pourra jamais déséquilibrer l'Union sacrée parce qu'il y a encore à la tête un intérimaire, Martin Kazembe Choula Mwanamayo, qui est en train de bien faire aussi son travail avec son nouveau gouvernement. Voilà. Monsieur Dan Moulunda, je voudrais aussi qu'on puisse avoir votre avis par rapport à la démission de Jacques Yabula Katoué avant que nous puissions entrer en profondeur par rapport à ce sujet. Merci beaucoup, M. Salim. Vous savez, c'était évident, c'était prévisible que le gouverneur Jacques Yabula Katoué, si il allait faire quand même preuve de la sagesse qu'on venait de le faire, il fallait qu'il puisse démissionner. Parce que dès l'entame, vous pouvez constater avec moi que rien n'était respecté. Tout se faisait selon les sentiments des XY et il n'y avait pas l'esprit de respecter d'abord les textes qui sont en train de nous régir. Et donc par rapport à cette situation, vous pouvez comprendre que déjà, c'est la personne déjà Yabula qui était devenue déjà une menace au sein de l'Union sacrée. Donc on a voulu maintenant enterrer et humilier le gouverneur Jacques Yabula. Et si vous voyez déjà la procédure qu'ils ont mis en place, c'est inadmissible que vous puissiez appeler et rappeler un gouverneur en fonction et le faire traîner au couloir de Kinshasa pendant plus de 10 mois sans motif valable. La raison de son invitation d'être appelé à Kinshasa n'a jamais été annoncée et tout le monde s'est fait des idées. Donc tout le monde pose la réflexion par rapport à ce qu'il est en train de penser. Mais en réalité, c'était juste une façon de discréditer la personne de Jacques Yabula. Donc l'acte que le gouverneur Jacques Yabula, même si ça tardait, il fallait toujours déposer cette démission parce que c'était vraiment très nécessaire et important. À quoi bon de s'éterniser au pouvoir lorsque vous êtes en train de perdre votre crédibilité et lorsqu'on est en train de vous pousser vers la porte de sortie. Donc pour Jacques Yabula, j'ai réussi cette information avec joie et j'ai félicité cette décision de grand de poser sa démission parce que vaut mieux mourir avec honneur que vivre dans la honte. Alors, pendant 7 ans, Jacques Yabula Katoué a gouverné le Haut-Katanga. Pour vous, qu'est-ce que vous retenez de ces 7 ans de Jacques Yabula Katoué à la tête du Haut-Katanga? En tout cas, en termes de bilan. En termes de bilan, vous allez voir que l'Union sacrée en général n'a pas de bilan. Les bilans de l'Union sacrée en général est simulacre. Et il y a une raison. Donc, j'étais en train de m'opposer, j'étais rigoureux envers la gestion de Jacques Yabula et je me suis opposé plusieurs fois. Mais l'action, la chose qui est venue à Jacques Yabula a tout justifié. Vous allez voir que les gens qui sont en train d'animer, les gens qui occupent les postes dans l'Union sacrée, ils ne les font pas par eux-mêmes. Ils n'ont pas une vision, ils n'ont pas d'ambition. Voilà la raison pour laquelle que lorsque le gouverneur Jacques Yabula a voulu se prononcer ouvertement, ça les est. Donc, pour Jacques Yabula, je vais de comprendre que s'il faut attribuer les bilans négatifs de ce qu'il a produit, on doit attribuer aussi au sein de son plateforme politique qui est l'Union sacrée en général. Parce que déjà, le fait que Jacques Yabula a voulu s'exprimer, a voulu poser une réflexion qu'il a trouvée juste, vous avez vu, on a même arrêté son mandat en violation de la Constitution. Alors s'il faut que nous puissions y aller de manière sur le plan pratique, en termes d'infrastructure, en termes de la vie sociale de la population du Haut-Katanga, le bilan de Jacques Yabula Katoué. Le bilan de Jacques Yabula Katoué, il a fait quelque chose mais pas tellement. Il fallait du temps. Je pensais que peut-être avec le temps, il allait faire quelque chose, mais malheureusement, on n'a pas voulu laisser la chance à Jacques Yabula. Vous allez voir que lorsqu'il a été interpellé, il y avait beaucoup de travaux qu'il avait mis sur terrain, sur place, qui ont été arrêtés. Juste en absence, les travaux n'ont pas avancé. Et lorsqu'on a donné l'intérim à son vice, vous allez voir que son vice s'est précipité juste à remanier le gouvernement. Parce que c'est quelqu'un qui était juste assoiffé de prendre la tête au lieu d'assurer la continuité comme le veut l'intérim. Donc, à terme de bilan de 7 ans de Jacques Yabula, je ne dirais pas que c'est négatif et aussi c'est positif. Au moins c'était encore, il fallait d'abord laisser la personne de Jacques Yabula pour qu'à la fin nous puissions maintenant analyser son bilan. Alors monsieur Alidor, quel est le bilan, quel bilan faites-vous des 7 ans de Jacques Yabula Katoué à la tête de la province du Haut-Katanga? Permettez avant de vous répondre que je puisse un peu soulever une question que je vais tenter de répondre moi-même.
que deviendra la province après la démission de Jacques Kaboula. Je crois qu'on va y arriver. Tout d'abord, si on peut y aller par rapport au bilan, et puis on va Merci parler beaucoup. de cette Pour question. ce qui concerne le bilan, on ne peut pas dire aujourd'hui que le bilan de Jacques Kaboula, 4 à la tête de la province, est négatif ou positif. Non, d'après moi, le bilan est mitigé. Pourquoi? Parce qu'il a fait le premier mandat. Et il a demandé qu'il puisse avoir encore la confiance des autorités de sa famille politique pour qu'il revienne encore au pouvoir. Et le souci était de faire mieux au deuxième mandat. Mais arrivé, le deuxième mandat n'a pas pris fin et puis il est parti. Et donc, il n'a pas achevé ce qu'il avait prévu pour faire. Le bilan n'est pas négatif, le bilan n'est pas positif, le bilan est mitigé. Parce que nous voyons ici chez nous à Likasi. Et ce que nous devons d'abord comprendre est que la province du Haut-Katanga a 6 territoires. Et cette province a 3 villes. Et on ne peut pas donner le bilan pour la ville de Likasi. Non, le bilan peut être donné sur base de tous les 6 territoires. Sans oublier que Jacques Kaboula Kato est natif de la ville de Likasi. Oui, être originaire ou natif de Likasi, cela ne permet pas qu'il puisse faire mieux seulement à Likasi, pas à Kambov, pas à Sakanya, pas à Kipushi. Non, il doit faire tout ce qu'il peut faire à Likasi, il peut aussi le faire à Kasumbalesa, il peut aussi le faire partout. Et en fait, il a fait, nous voyons à Kipula par exemple, là où je suis, il y a des routes qu'il avait commencé à asphalter, mais il n'a pas terminé. À Chitourou, même il a terminé, mais d'autres, en Panda, il n'a même pas fait grand-chose. Grand-chose, c'est pour dire que le bilan n'est pas totalement positif ou totalement négatif, mais le bilan est mitigé. Il a fait de sa part. C'est le temps qu'il a mis à la tête de la province. Il a travaillé. On ne peut pas dire qu'il a échoué, mais il a fait quelque chose, mais il n'a pas terminé. Voilà, Maître Joël, que retenir de 7 ans de Jacques Kaboula Katoué? Monsieur Dan Moulunda l'a soulevé tout à l'heure là, que la faute n'est pas seulement, ou bien si le bilan n'est pas bon en soi, la faute n'est pas seulement à Jacques Kaboula, mais aussi de l'Union sacrée de la nation. Quelle est votre réaction sur ça? Avant de répondre à cette question, j'aimerais essayer un peu de balayer quelque chose que M. Dan Ngoulunda vient de le dire. Vous sentez que peut-être par la manière dont Jacques Kaboula a travaillé, ce n'était pas une manière forcée où l'Union sacrée était en train de lui donner quand même des injonctions qu'il fallait. Non, non. Jacques Kaboula est en train de travailler en tant qu'exécutif provincial, donc en tant que chef de la province, je vais le dire dans ce sens-là. À chaque fois, il le disait dans la vision du chef de l'État. Voilà, nous sommes tous derrière la vision du chef de l'État. Pas ce qu'il est en train de dire, non, l'Union sacrée est en train de faire des projets, des ambitions que lui-même n'arrive pas à comprendre, auxquelles même n'arrive pas à comprendre. Vous sentez que l'Union sacrée, quand elle est en train de faire quelque chose, c'est dans l'objectif de satisfaire la population ou dans l'objectif de servir le peuple. Donc on ne peut pas poser un acte sans l'intérêt de la population. Donc la vision même du chef de l'État, si vous entendez l'adage clé, c'est le peuple d'abord. Donc il y a la part primordiale d'abord, c'est le peuple. Alors Jacques Kaboula est en train de travailler pour l'intérêt de sa population, de la province, et il a fait quand même un travail qu'on peut constater, comme à Likasi, il y a le stadium de basket Chitourou, il y a quelques routes asphaltées à Chitourou. Vous savez, aujourd'hui, Chitourou n'est plus comme avant. Donc, de ce côté-là, on peut quand même féliciter. Quand même, il a travaillé. La province est tellement vaste. Il faudrait savoir, au niveau provincial, le budget serait peut-être de combien pour exercer ce genre de travaux. Alors, il n'y a pas seulement Likasi, il y a Lubumbashi, il y a Kasenga, il y a Mpweto, il y a Kipushi. Donc vous allez voir que Kaboula avait fait un travail, bien que je ne suis pas le communicateur ici d'Ardev ou de Kaboula, mais quand même du point de vue vérité ou clarté provinciale. Et pour la ville de Likasi. Pour la ville de Likasi, Kaboula a essayé quand même de faire quelque chose, bien que moi-même là, qui suis de l'Union sacrée, quand même, la vérité ne reste que la vérité. Alors, il a fait quand même un travail tel que je vous ai cité, Chitourou aujourd'hui, qui est revêtu d'une autre robe, mais quand même, Likasi n'est pas satisfaite. Il fallait toujours atteindre quelques couches comme étant natif de Likasi. Likasi n'attendait pas de lui ce qu'il a donné, mais Likasi attendait plus de ceci parce qu'il est natif de Likasi. Il doit se souvenir de sa base ou de sa ville et donner un plus ou la meilleure chose que la ville attend de lui. Alors, étant de l'Union sacrée, ça ne se fait pas que cette démission, peut-être, c'était
forcé par l'Union sacrée, tel que M. Dan est en train de le dire. Jacques Kaboula a compris, quelque part, l'opposition l'avait induit en erreur. Il fallait tenir peut-être un langage discourtois, peut-être vis-à-vis de la population, vis-à-vis du gouvernement central. Alors c'est comme ça qu'ils ont constaté que non, il nous doit quand même des explications. Alors, il a été invité quand même par le ministère de tutelle, le ministère de l'Intérieur. Il a été invité pour fournir quand même des explications. Tout ce temps, il fallait mener des enquêtes. Si, pendant tout ce temps qu'il avait prononcé ce discours, il était porté disparu, il était où? C'était des enquêtes qu'il fallait mener. Alors lui a compris que ça a pris du temps. C'est vrai, les enquêtes peuvent prendre encore du temps, et ça a pris du temps. Il a décidé de démissionner, il a compris. Quelque part, bon, je démissionne, et sa démission peut-être n'est pas due peut-être aux explications qu'il devait au ministère de l'Intérieur ou au gouvernement central, mais cette démission peut-être a une autre surprise, peut-être c'est pour une autre nomination quelconque. Donc en politique, il y a des opportunités complètement, même si il était gouverneur en fonction, mais qu'il y avait une autre nomination, il devait toujours démissionner, parce que la démission, ça c'est un droit. C'est un droit, il n'y a pas de l'imposition. C'est un droit du gouverneur honoraire Kaboula. Il a accepté de démissionner, peut-être pour une autre, je dirais, une autre nomination qu'il attend pour bientôt. Voilà, on va revenir à vous, Monsieur Alidor. Parlant, je crois que vous avez essayé de soulever ce point tout à l'heure là, concernant l'avenir de la province du Haut-Katanga après Jacques Kaboula Katoué, qui a travaillé pendant 7 ans. Vous avez soulevé là les difficultés ainsi que les points positifs qui ont marqué le mandat de Jacques Kaboula Katoué. Comment voyez-vous l'avenir de la province du Haut-Katanga après Jacques Kaboula Katoué? Merci beaucoup pour la question. En ce qui concerne l'avenir de la province du Haut-Katanga, je vais parler sur le plan politique et sur le plan juridique. Je commence sur le plan politique. La province est gouvernée. Il n'y a pas un vide là, non. La province est gouvernée parce que les vice-gouverneurs aujourd'hui, qu'on peut appeler comme les gouverneurs intérimaires, travaillent. Donc sur le plan politique, le trait est en marche. Il est en train de gérer les affaires courantes. Vraiment, le pays, donc la province est gouvernée. Mais si le plan juridique, je parle sous le contrôle des maîtres qui est là, c'est bien qu'on puisse passer encore aux élections. Parce que une province, selon la Constitution, ne peut pas être dirigée par un seul gouverneur. Il faut qu'il y ait le titulaire qui engage la province et l'adjoint qui est chargé des finances publiques et développement. Mais aujourd'hui, si vous regardez, nous avons un seul gouverneur qui s'occupe de tout. Et ça ne sera pas une bonne gouvernance. Donc, c'est mieux qu'on puisse organiser les élections dans la chambre basse ou dans l'Assemblée provinciale, voulais-je dire, que les députés provinciaux puissent voter encore les gouverneurs des provinces et son adjoint. Ça, c'est sur le plan juridique. Mais politiquement, la province est gouvernée. Les choses marchent. Et c'est quoi cet avenir, pour revenir à cette question de l'avenir du Haut-Katanga après Jacques Kaboula Katoué? Bon, il n'était pas le seul compétent. Je les connais. C'est un monsieur qui était très compétent, un monsieur très intelligent. Il a eu même à me donner cours. C'est un politologue de formation. Il a fait son temps. Mais ce n'est pas dire qu'il n'y a que lui qui est intelligent. On peut avoir aujourd'hui ou demain un autre gouverneur qui est intelligent plus que lui pour booster les choses, pour faire avancer la province. Et donc, l'avenir n'est pas sombre. Il y a les intellectuels qui peuvent tenir bien la province et progresser les affaires. Monsieur Dan, quel profil pour remplacer ou bien pour prendre la place de Jacques Kaboula Katoué? Justement, on sait que la province est pour le moment gérée par le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, mais Monsieur Alidor venait de le soulever là, il y a ce besoin-là des élections pour que la province puisse être bien dirigée, qui est un titulaire et un adjoint. Et s'il faudrait remplacer Jacques Kaboula Katoué, quel est le profil idéal, si on peut le dire ainsi? Merci beaucoup, M. Salé, pour la question. D'ailleurs, je dois au moins rectifier quelque chose. La province n'a pas été gérée, mais le Haut-Katanga aussi bien massacre. Parce que le gouverneur intérimaire Kazembe Choula n'a pas géré, mais l'a massacré. Donc, il est parti et puis il a tourné derrière toutes les règles, derrière la Constitution, et il a fait ce qui lui semblait bon. Donc, déjà,
c'est une personne qui n'est pas capable, pour moi, c'est pas un profil qu'on peut proposer pour la province du Haut-Katanga. Donc, si il faut donner la province sous la gérance d'une personne, ça doit être une autre personne, hors le gouverneur Kazembe. Parce que si vous voyez... Et comment doit être cette personne-là? Cette personne-là doit d'abord être capable d'assurer la continuité des travaux, la continuité des affaires que son successeur a pu laisser. On n'a pas besoin de quelqu'un qui va venir ici pour se précipiter à nommer les gens en toute violation de la Constitution. On a vu Martin Kazembe également sur terrain, sur les chantiers sur terrain, qui ont été lancés par Jacques Kaboula Katoué. Ça veut dire qu'il a continué la mission. On a vu la continuité de la mission que Kaboula avait laissé. On a vu là inaugurer les sièges des partis politiques dans les territoires de leurs partis politiques IDPS. C'est au moins un projet. Je me demande quand est-ce qu'il a commencé ce projet et quand est-ce qu'il a fini. Parce que depuis le départ déjà, Kaboula, c'est un projet réalisé qu'il nous a présenté. Et pendant qu'il est en train de réaménager, de construire leur siège, ici nous avions l'hôpital d'Ako. Vous voyez vous-même quand vous passez même à l'hôpital d'Ako, je ne sais pas si ça vous fait plaisir lorsque vous êtes en train de voir ça. Mais si vous avez un gouverneur qui est prêt à satisfaire son autorité morale, à satisfaire ses partisans du parti politique et à laisser les urgences de la population, vous croyez qu'il y aura quelque chose d'important? Mais il n'agissait pas en tant que, ou bien il n'agit pas en tant que gouverneur confirmé, il est encore intérimaire. Donc ça veut dire qu'il y a certaines limites par rapport à ses décisions. Par quelle mesure, par quelle base juridique il a remanié? Parce que je sais qu'un intérimaire ne peut pas remanier un gouvernement. Donc, vous voyez déjà qu'on a en face de nous une personne qui ne sait même pas ce qu'il doit faire. Une personne qui est en train de tâtonner. Une personne qui est en train de se rechercher. Et il faut donner cette province, vu que le gouverneur Jacques Kaboula avait démissionné, je sais qu'il y a des personnes aptes dans l'Union sacrée. Au moins si, peut-être, comme on a toujours dit, que le cerveau de l'homme fonctionne 24 heures sur 24, et ça s'arrête que lorsque l'homme adhère dans l'Union sacrée, si tous les cerveaux... Alors, on va pas aller dans les polémiques. Alors, nous allons donner la parole à Maître Joël. Jacques Kaboula Katoué n'est plus gouverneur du Haut-Katanga. Quel avenir voyez-vous après son départ et aussi sur le profil idéal pour ce poste de gouverneur? En tout cas, pour répondre à cette question, j'aimerais d'emblée essayer de rejoindre mon collaborateur, Monsieur Alidor. Monsieur Alidor, qui a parlé du point de vue juridique. La province, normalement, doit organiser les élections. Bon, je peux aller dans ce sens-là, mais il doit savoir une seule chose. Lorsqu'il y a une question politique, la réponse doit être toujours politique. On ne doit pas avoir une question politique et trouver une réponse sociologique, une réponse psychologique. Donc il y a une question qui est politique, qui doit être ou avoir une réponse politique. Donc la province, normalement, du point de vue juridique, je l'ai dit dès le départ, donc la démission de Kaboula devait prendre tout son gouvernement. Alors, actuellement, son gouvernement n'existe plus, il n'y a que le gouvernement Kazembe. Alors, dire aujourd'hui au gouvernement Kazembe de démissionner pendant qu'il y a encore des affaires courantes, oui, c'est vrai, il y a des affaires courantes et il y a des questions politiques qui sont d'actualité que lui est appelé d'abord de résoudre pour que les choses puissent revenir à normal parce qu'il y a déjà un vide au niveau de la province, parce que le titulaire n'est plus, il y a son adjoint qui est en train de jouer l'intérim, donc il a encore un grand travail tel que la continuité de l'État. Alors, il est là en train de continuer avec ce Kaboula. Alors, au regard de tout ce que M. Dan venait de soulever tout à l'heure là par rapport au gouverneur intérimaire Martin Kazembe, quelle est votre réaction sur tout ce qu'il a évoqué tout à l'heure là, notamment le fait de nommer, bien de former un gouvernement alors qu'il est encore gouverneur intérimaire? En tout cas, premièrement, c'est que M. Dan doit savoir, l'Union sacrée n'est pas n'importe quelle plateforme qui ne peut jamais être égalée à n'importe quelle plateforme aujourd'hui. Donc ça veut dire que l'Union sacrée a le droit d'aller en dehors de la Constitution. L'Union sacrée a une vision, pas aller au-delà de la Constitution. L'Union sacrée est en train de respecter la Constitution et l'Union sacrée a un mandat qui respecte la Constitution. Donc il ne peut pas dire que non, le cerveau de l'homme travaille pendant autant d'heures et ça s'arrête quand quelqu'un s'adhère à l'Union sacrée. Pendant que vous allez constater avec moi que l'Union sacrée aujourd'hui est en train de respecter la Constitution, est en train de travailler selon l'adage que nous avons
quand même d'actualité, le peuple d'abord. Nous sommes en train de fournir à la population leurs besoins et de mettre fin à leurs problèmes. Aujourd'hui, vous voyez, il y a plusieurs choses qui s'effectuent, plusieurs projets qui sont réalisés partout en République du Congo. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit dire que l'Union sacrée ne travaille pas. À la tête de la province, nous avons Martin Kazembe Choula qui est en train de travailler, de bien faire son travail aujourd'hui. Vous l'avez vu récemment, il a fait un tour du côté Kasenga, il a fait un tour du côté Sakanya. Donc, il a fait un tour pour quand même réaliser et commencer quelques projets de la province. Donc, bientôt, Kazembe sera à Lekassi pour commencer un projet. Ça ne signifie pas qu'il est là, bras croisés, sans travailler. Il est en train de travailler. Pour commencer ou bien continuer sur ce que Kaboula... J'ai dit, il y a les choses que Kaboula a fait aujourd'hui, qu'il va continuer. Il y a des choses aussi que lui doit quand même peut-être réaliser, parce qu'il y a la continuité, il y a d'autres projets Kaboula, le projet de la province qui n'était pas encore peut-être sur pied. Alors il fallait qu'ils viennent annoncer cela et qu'ils viennent peut-être inaugurer certaines choses. Donc il y a la continuité dans les projets ou dans les cahiers de charges de la province. Il y a encore d'autres activités que Kazembe doit encore relancer. Alors pour dire vrai, Kazembe est en train de bien faire son travail jusqu'à présent. Il est en train de jouer l'intérim de la très bonne manière que l'Union sacrée est en train d'attendre, parce qu'il est derrière la vision du chef de l'État. Ce n'est pas aujourd'hui que l'opposition peut s'élever pour contredire la vision du chef de l'État, pour dire Kazembe ne travaille pas, Kazembe ne fait rien, Kazembe est à la tête de la province présentement. Et si peut-être il s'agirait d'organiser les élections, je voudrais peut-être c'est Kazembe qui sera toujours le gouverneur de la province. Alors là, c'est d'après vous. Ça j'assume. Oui. Alors nul ne peut donner des injonctions peut-être à la République aujourd'hui ou au président de la République pour dire un mot ou quelque chose d'imposition peut-être au niveau de la province du Haut-Katanga, pour que Kazembe fasse mieux les choses selon les propositions de l'opposition. Alors, nous sommes en train de courir derrière le temps. Nous allons prendre notre deuxième sujet de ce soir, mesdames, messieurs. Autour de la question aujourd'hui, nous parlons également de cette plateforme qui a fait sa sortie officielle au courant de la semaine. Il s'agit de la plateforme C64 ou encore coalition article 64 qui est basée sur l'article 64. Délice Essanga, Martin Fayoulou, Jean-Marc Kaboun, Moïse Katumbi sont les piliers ou encore les personnalités phares de cette coalition. Monsieur Dan Mulunda, votre président national et membre de cette coalition, je sais que vous n'allez pas fustiger la décision qu'il a prise d'adhérer à cette coalition, mais pensez-vous que C64 peut faire face à l'Union sacrée? Déjà, les résultats sont bons. À quelques heures, à quelques jours que la coalition est sortie, vous allez voir que ça fait couler de l'encre et des salives. Et ça crée déjà de la panique envers des personnes mal intentionnées qui cherchent à toucher la Constitution en toute violation. Et vous allez voir que depuis que la coalition est sortie, jusque-là, l'opposition, nous, on n'en parle pas. Ceux qui sont en train de faire notre promotion, notre publicité, c'est l'Union sacrée. Donc, c'est déjà un bon signal déjà, parce que déjà... Vous parlez de cette réaction, bien ce résultat sur le plan des réseaux sociaux, bien même sur le terrain, vous avez fait. Sur le terrain, parce que lorsqu'on a fait la sortie de cette plateforme, si vous étiez vraiment connecté, vous étiez en ligne, vous allez voir qu'il y avait... de la population qui avait répondu présente à cette grande activité, et donc les résultats, les peuples attendaient que c'est là. On a eu à faire sortir cette plateforme avec notre président Délice Essanga, avec le président Jean-Marc Kaboun, avec le président Matata Mponyo, le président Moïse Katumbi et tant d'autres. Et vous savez déjà que ce sont des leaders qui ont toujours eu le temps de réfléchir sur la population, sur la cause du peuple. Ce ne sont pas des gens qui badinent sur l'avenir de la RDC. Mais qui n'ont jamais pris le pouvoir depuis. Bien sûr, qui n'ont jamais pris les pouvoirs. Vous savez comment est-ce que les choses s'organisent ici chez nous? Comment est-ce qu'on peut prendre les pouvoirs avec des élections? On est en train de nommer à la place de proclamer un élu. Donc, qu'à cela ne tienne, ça n'a jamais empêché à Délice Essanga de faire un projet, ce qu'on appelle la refondation du Congo, où nous trouvons tout ce qu'il faut pour un Congo digne. Donc, le résultat sera positif et bientôt, là, vous allez voir que ces changements-là de la Constitution qui sont en train de prôner tous les membres de l'Union sacrée, vous allez voir que d'ailleurs, ils sont en train
train de balbutier, ils ne savent même pas la profondeur, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils vont réviser, même si, ils ne savent même pas s'ils parlent du changement mais de la révision. Donc le résultat sera vraiment impeccable parce que la population est derrière cette grande vision, derrière ces plateformes qui est laissée. C64. Voilà, Monsieur Alidor, sur le sujet, bien cette coalition qui est sortie récemment, on en a connu plusieurs, toujours du côté de l'opposition. Il y a eu la coalition Cash, il y a eu la coalition Lamouka, et aujourd'hui on parle de C64. Qu'est-ce que vous voyez comme, ou bien quelle est votre analyse par rapport à ces décisions? On voit aujourd'hui Martin Fayoulou, Délice Sanga, Jean-Marc Kabound dans cette coalition. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose de nouveau, bien d'exceptionnel par rapport à cette coalition? Merci pour la question. D'emblée, il fallait signifier que l'opposition est reconnue dans notre pays. Là, nous sommes à l'article 8 de la Constitution. L'opposition est reconnue. Et c'est normal que les opposants puissent se réunir, parler, coaliser pour empêcher, n'est-ce pas, parce qu'il n'y a pas de pouvoir sans l'opposition. Dans chaque État, il y a toujours des partis. Maintenant, là où je suis en train d'avoir des difficultés, c'est le soubassement qu'ils ont pris, l'article 64. Je ne sais pas si parmi ceux qui étaient là autour de la table, il y avait les juristes pour prendre cet article. C'est un article que moi je peux appeler comme un couteau à double tranchant. Je commence par l'article 64 en question, donc premier alinéa. On dit tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par force. C'est là où moi je n'arrive pas à comprendre. Le chef de l'État congolais est dans le mandat. Il n'est pas encore arrivé à la fin. Mais ici, on vous dit il fallait faire échec à celui qui prend le pouvoir par force. Là, je n'arrive pas à comprendre. Quand est-ce qu'il a pris le pouvoir par force? Or, les élections étaient... Mais à en croire l'initiative de la révision de la Constitution, d'après les opposants, cela enverrait ou bien amènerait le pouvoir en place à pouvoir briguer un troisième mandat. Je trouve que les opposants dansent avant la musique. Ils sont partis trop vite en besogne. Peut-être une manière de prévenir. Est-ce qu'en politique on peut prévoir? Je dis ceci. Ici, il fallait comprendre qu'ils ont la pensée de dire que le chef de l'État va changer la Constitution pour se maintenir encore au pouvoir. La question qu'il fallait se poser, c'est de savoir, est-ce qu'on peut réviser la Constitution? Oui. L'article 218 donne les mécanismes, n'est-ce pas, qui peuvent nous permettre à réviser la Constitution. Est-ce qu'on peut changer la Constitution? La réponse est négative. Mais à l'article 5, on donne le pouvoir au souverain primaire, on donne le pouvoir au peuple. On peut consulter le peuple par des questions. Si le peuple acceptait aujourd'hui, on peut changer la Constitution. Même l'article verrouillé, on peut le changer. Alors, laissez-moi évoluer avec le deuxième alinéa. Parce que moi, je ne trouve pas que l'opposition a raison ici. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction. Mais je ne comprends pas. Ils cherchent à renverser le régime qui existe. C'est ça la question que nous nous posons. Parce que cet article ici, je ne sais pas s'ils ont compris les contenus de cet article. L'article dit toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction. Bon, alors, entre les opposants et ceux qui sont au pouvoir, qui cherchent à renverser le régime? Parce que le régime est différent des systèmes politiques. Le régime, c'est le régime du président de la République, tu sais ce qu'il dit. Ils sont en train de travailler, mais les opposants cherchent à barrer. Ils veulent barrer quoi? Est-ce que le président a écrit officiellement que je vais rester au pouvoir? Il a dit bien devant les journalistes réunis que moi, ici, je ne vais pas aller au-delà. Mais je suis en train de voir la génération future. Alors, et si le peuple accepte, là nous sommes à l'article 5, si le peuple accepte, je vais travailler. Donc c'est là où les opposants ont compris qu'il fallait barrer. Il y a aussi cette ambition de son côté. Bon, vous savez, il n'a pas cette ambition. Mais si le peuple réclamait... Voilà, on va revenir à vous. Maître Joël, M. Dan a soulevé tout à l'heure là que l'Union sacrée a tremblé depuis la sortie de la coalition article 64, ou bien C64. Est-ce le cas? En tout cas, merci beaucoup pour cette question. Je pense qu'il n'y a pas très longtemps, moi-même là, j'ai fait une petite sortie pour dire par rapport à
au rassemblement politique. Il y a plusieurs, dont parmi M. Dan qui est ici avec moi, quand même, qui voulait à tout prix qu'on se voit, et aujourd'hui, nous nous sommes croisés sur votre plateau. Vous savez, il y a un adage qui dit « L'obstination d'une sauterelle têtue finit toujours dans la marmite bouillante ». Donc, pour dire quoi? L'opposition actuellement en République démocratique du Congo n'existe pas. Et il vous dit que non, ces jours-là, Kinshasa a vibré pendant qu'il n'y a pas longtemps que le capable Eliezer Ntambwe-Mposhi a réuni, a rempli les stades de Tchangou avec le membre des ACR seulement, plus de 10 000 personnes dans les stades. Et aujourd'hui, il y a une coalition qui fait une sortie, une coalition remplie de partis politiques, va confiner les gens dans une petite salle comme ça des collèges Boboto. Donc vous allez constater qu'en République du Congo, il n'existe pas d'opposants ni d'opposition, parce qu'aucune opposition aujourd'hui ne peut réunir les membres. C'est pourquoi toutes sorties médiatiques de l'opposition, vous sentez qu'il y a toujours des vides qui s'en suivent. Alors, pour revenir peut-être à cette question, cette sortie de ces 64 ne fait pas peur à l'Union sacrée des nations, parce que si à Eliezer Ntambwe-Mposhi lui seul peut réunir au-delà de 10 000 membres, à combien plus forte raison tous les partis membres de l'Union sacrée peuvent réunir les membres, les personnes pour peut-être réunir 5 000 signatures pour la révision de la Constitution. Alors, ici, si nous revenons par rapport à leur sortie, vous allez sentir que c'est inconstitutionnel. J'essaie de rejoindre quand même mon co-débatteur, M. Alidor, quand même que j'essaie de féliciter, parce qu'il y a des têtes encore en République du Congo, comme lui. Si peut-être aujourd'hui on peut remanier le gouvernement, je peux toujours accepter qu'il soit nommé, parce que sa tête fonctionne. Laissez-moi arriver, parce qu'il a soulevé un point. Lorsque vous revenez premièrement à la Constitution elle-même, à son article 64, que les opposants tentent maintenant de violer d'une manière intentionnelle la Constitution. Parce que c'est l'infraction qu'ils sont en train de commettre, eux-mêmes ne savent même pas, parce qu'il y a déjà l'intention qui est déjà consommée. Ils ont l'intention de violer la Constitution. Elle vous dit quoi son article? Il a bien lu, mais moi je vais me limiter quelque part pour que M. Dan puisse comprendre que l'opposition, actuellement, l'opposition est en train de se creuser une tombe sans le savoir. Alors, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Restons dans ça. Le président Félix Antoine Tshisekedi a été élu et proclamé parmi tant d'autres candidats à la présidence, et il a été choisi par la population, par le peuple congolais. Et il n'a pas pris ce pouvoir par force. C'est un pouvoir que le peuple lui a donné. Nous sommes en République démocratique du Congo, nous devons rester dans ça en tant qu'une République démocratique. Donc c'est la démocratie qui prône en République démocratique du Congo. Donc on ne peut pas décider nous ne sommes pas dans une monarchie d'ailleurs. Nous ne sommes pas dans une monarchie, nous sommes dans un pays laïque, un pays dont les élections sont libres et quand même démocratiques. Mais aujourd'hui, ils vous disent non, nous voulons barrer la route. Déjà, il y a l'intention de violer la Constitution, parce que l'alinéa, dès que mon co-débatteur, M. Alidor, a lu ici, donc tous les peuples congolais doivent savoir, peut-être ils entendent seulement C64, C64, ils ne comprennent pas et ils n'ont jamais lu l'article 64 dispose quoi. Aujourd'hui, je vais citer vraiment, c'est un point que nous devons beaucoup plus débattre, parce que l'autre fois, j'étais avec mon ami Dan, il me dit, non, alors je comprends qu'ici, en République du Congo, c'est nous qui vont donner cours aux professeurs. Alors je comprends maintenant son adage, pourquoi il disait, parce que dans leur camp, il y avait des vieux qui ne pouvaient pas bien réfléchir par rapport à cette question. On va pas aller dans cet angle-là de polémique. Allons-y, il ne s'agit pas de la politique, nous sommes du point de vue constitutionnel, ils doivent comprendre, car ce sont des vieux, ils ont déjà atteint l'âge de la ménopause politique, ils doivent se reposer. Alors, article 68, deuxième alinéa, qu'est-ce que ça dit? Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible. Lorsqu'il s'agit d'une infraction imprescriptible, c'est-à-dire la prescription elle-même, c'est-à-dire il y a une durée dont l'infraction peut tomber,
il y a une durée où l'infraction peut aussi décéder, l'infraction peut disparaître. Mais lorsqu'on vous dit qu'il s'agit d'une infraction imprescriptible, donc cette infraction-là ne tombera jamais. On peut vous poursuivre chaque fois que le ministère public aura besoin de vous à la barre. On va donner la parole à laissez-moi citer, parce que c'est quelque chose qui doit comprendre. Vous avez pris largement du temps. Laissez-moi quelques minutes que je chute. Je m'excuse vraiment que je chute. Oui. Parce que l'article 64 lui-même a donné même des voies à suivre. Mais nos vieux ici n'ont pas bien lu. Alors, ils doivent rentrer encore à l'école pour qu'on les enseigne la loi cadre du pays et qu'ils comprennent cette fois-là l'article 64 parce qu'il y a plusieurs manières d'interpréter la loi. Il y a une autre manière qu'ils doivent savoir. Il y a les types quand même légal. Je m'excuse vraiment. On va prendre rapidement la réaction de monsieur. L'interprétation de la loi que même l'opposition est en train de se mettre devant. Merci, Maître Alors Joël. ils doivent revenir à la position parce qu'eux-mêmes ont déjà violé la position. La réaction de monsieur Dan la route leur sera barrée pour ne pas poser les actes. Merci, Maître. On va prendre la réaction de monsieur Dan Mulunda par rapport à tout ce qu'on a soulevé tout à l'heure, là, notamment le fait que la Constitution, jusque-là, n'est pas encore violée, d'après vous. Merci beaucoup. D'ailleurs, je suis étonné. Vous avez à présenter M. Alidor comme analyste indépendant, mais je pense que vous avez peut-être oublié quelque chose, peut-être indépendant et d'épaisse. Parce que dans ces interventions... Alors, répondez rapidement. Ce qui se conçoit bien s'annonce clairement. Et vous allez voir que mes co-débatteurs, ils ont tendance à balbutier, à dire beaucoup et sans comprendre les faits. Ici, si nous prenons l'article 219 de la Constitution, c'est à ce qu'il dit ceci. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence, l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale, le Sénat, se trouve empêché de se réunir librement. C'est avec ça que nous allons se focaliser. Et je ne sais pas, lorsqu'ils sont en train de lire l'article 64 de la Constitution, je ne sais pas s'ils comprennent ils sont en train de le comprendre dans quelle langue. Parce qu'ici, s'ils veulent nous dire que non, le C64 est réuni des vieux qui sont au ménopause, comme il est en train de le dire ici, s'il faut que nous lui rappelons, pendant que ces vieux-là qui s'est réunis dans le C64 étaient en train de faire la politique, beaucoup parmi eux étaient encore à la porte et d'autres étaient encore en train de livrer des choses à l'étranger. Donc, si, lorsqu'ils ont l'intention de changer la Constitution, est-ce que la Constitution prévoit son changement? Il faut qu'on leur pose la question. Ils parlent de la révision ou ils parlent du changement de la Constitution. Parce que vous et nous ici, nous connaissons très bien qu'il y a une très grande différence entre une révision et un changement de la Constitution. Ils doivent d'abord nous situer. Est-ce qu'ils sont en train de parler de la révision ou du changement? Et lorsqu'il faut parler de la révision, déjà la Constitution, article 219, interdit tout. Et lorsqu'ils veulent le faire par force, et lorsqu'ils sont en train de lire dans l'article 64 de la Constitution qui dit qu'une personne qui veut diriger par force, je pense qu'ils font allusion aux armes. Ils font allusion si c'est à quoi. Mais lorsqu'on a reçu nos joueurs ici qui se sont qualifiés pour la Coupe du Monde, vous avez vu des calicots. On est en train d'écrire tout droit à 3. Mais lorsqu'on demande au chef, il dit non, moi je n'ai pas l'intention de briguer un 3e mandat. Et si les peuples me demandaient, quel peuple? Pendant ce temps, d'abord ici, nous sommes en train de demander à M. Chilombo les résultats de son bilan. Mais lui nous propose des changements de la Constitution. Pendant que nous sommes en train de demander à M. Chilombo de nous dire où sont les 1,3 milliard d'emplois qu'il avait, 1,3 million d'emplois qu'il nous avait promis au peuple congolais plutôt. Où sont ces emplois-là? Est-ce que les Congolais sont engagés? Est-ce que les Congolais sont en train de travailler? Lorsque nous posons la question à M. Chilombo de nous dire est-ce que la guerre à l'est du pays a pris fin parce qu'il avait dit à moindre escarmouche et il avait promis au peuple congolais que jusqu'à ce que la guerre n'a pas encore fini à l'est du pays, son mandat sera négatif. Donc ici,
l'IDPS n'est pas mieux placé ou l'Union Sacrée n'est pas mieux placée pour proposer une révision ou un changement parce que personne, même pas une personne dans l'Union Sacrée est à mesure de nous dire qu'est-ce qui veut changer. Personne, je l'ai dit. Et vous allez voir qu'ils ont des interprétations erronées. Et notre confrère Alidon s'est dit politologue de formation, mais j'aimais-on lorsqu'il est en train de faire, une interprétation erronée sur l'article 64. L'article 64 est clair. Lorsqu'on veut changer la constitution par force, c'est une violation. On ne peut pas laisser... D'ailleurs, nous sommes quand même cléments. Il y a les autres qui ont dit, celui qui tente de changer la constitution, c'est comme une personne qui est en train de violer sa mère. On a vu les gens dans ces pays dire, avant de changer cette constitution, ils doivent marcher d'abord sur nos cadavres. Mais les mêmes personnes reviennent aujourd'hui, ils sont en train de dire, oh non, on doit changer la constitution. Et puis ils sont en train de nous lire et de nous donner des interprétations non fondées sur un article qu'ils ne maîtrisent pas. Et ça fait, c'est vraiment triste. Donc, le fait que M. Tshilombo veut s'éterniser au pouvoir, pour parler de troisième mandat, c'est une violation, le peuple doit dire non. L'effet de changer la constitution pendant qu'il y a l'état de siège, et au lieu de parler du changement de la constitution, c'est une violation, le peuple doit dire non. L'effet de réviser la constitution en violation de la constitution, donc on doit encore se dire non, parce que cette constitution ici, c'est les sacrifices et impacts du peuple. Voilà pourquoi même les premières phases de la constitution, il y a les mots nous, peuple congolais, unis par l'essor et par l'essence de l'histoire. Donc, on ne peut pas laisser changer la Constitution et l'article 64 a sa raison d'être. C'est eux qui ne sont pas en mesure de le comprendre. On va terminer avec M. Alidor sur cette question. Cette coalition pourra-t-elle tenir jusqu'en 2028, d'après vous? Je donne 40% de réussite. 40%, pourquoi? Parce que nous sommes habitués aux opposants congolais qui font, lorsqu'il y a un problème, ils se réunissent. Mais lors de présenter les candidats aux élections présidentielles, ils se divisent. Je ne vois pas un Jamar Kabound qui peut laisser la place à Katumbi. Je ne vois pas Katumbi qui peut laisser la place à Fayoul. Donc, ils sont là, dans l'ordre dispersé. À ce moment-là, c'est l'échec. Vous savez, avant d'arriver au C64, il y avait aussi ce qu'on a appelé autrefois souvent les Congo. Et il y a combien de mois ils ont créé encore? Alors, pour ne pas prendre beaucoup de temps, je voudrais donner les conseils de la fin aux opposants congolais. Les opposants congolais n'ont pas un leader. Dans quelques secondes. Oui, ils n'ont pas un leader. Il faut qu'ils soient... Vous savez, à l'époque de Tian Tshisekedi, il était leader des opposants. Il fallait un leader pour faire mieux. D'aider, les opposants doivent chercher un candidat unique. Lors de présenter les candidats aux élections présidentielles, il faut qu'il y ait un candidat. Au cas contraire, c'est l'échec. Parce qu'ils n'ont pas la force publique. Quand on n'a pas la force publique, c'est lui qui a le pouvoir vous domine. Et ils prennent déjà l'avance de dire que, vous savez, quand vous lisez cet article-là, vous allez comprendre qu'il y a le problème de renverser les régimes. Et je me pose la question entre les opposants et le pouvoir. Qui ont les régimes? Voilà, merci, monsieur. Maître Joël, votre mot de la fin, parce que nous sommes en train de terminer. En tout cas, je pense qu'il s'agit du mot de la fin pendant qu'il y avait trop de choses à dire. Je pense que... Vous pouvez synthétiser en quelques phrases. Par rapport à la discussion sur la Constitution, moi, je pense... je suis juriste de formation et de profession. Alors, il faudrait avoir la taille pour discuter sur la Constitution, parce qu'il faut connaître au moins la loi a plusieurs types d'interprétations. Donc, vous ne pouvez pas interpréter la loi comme la Bible, comme votre roman que vous êtes en train de lire dans votre chambre. C'est comme ça que l'opposition a voulu quand même interpréter la Constitution, parce qu'il s'agit d'une loi cadre qui parle très bien et qui a sa propre interprétation. Alors ici, présent, je pense que par rapport à la manière dont C64, cette coalition, article 64, en train de faire des choses, ce n'est pas une bonne manière, parce qu'il y aura question maintenant de leadership. Je ne vois pas son avenir. Dès le premier jour déjà de sa sortie, moi, j'ai publié pour dire aucun avenir pour C64. Et pourquoi? Parce qu'il y aura un problème de leadership. Fallou ne laissera jamais la place à Katumbi, Katumbi ne laissera jamais la place à Sesanga, Sesanga ne laissera jamais la place à Matata Pogno. Donc vous allez comprendre que cette même coalition-là, nous sommes avec vous. Lisez encore aujourd'hui sur mes lèvres, parce que je l'avais dit encore en présence de mon frère Dan, que l'opposition va se fissurer en 4 plateformes. Lisez encore aujourd'hui, je vous dis que C64 va encore se fissurer, parce qu'il y aura un problème de leadership. Voilà. Monsieur Dan, votre mot de la fin, nous sommes en train de terminer. Merci beaucoup. J'ai suivi toutes les interventions de mes frères, et je suis en train de voir lorsqu'ils parlent des problèmes de leadership, je ne sais pas s'ils font allusion à quoi.
et du coup, ils ne sont pas avec nous sur le même terrain, je comprends, parce qu'ils sont des personnes qui sont en train d'halluciner. Et nous sommes sur le plan où il faut que nous puissions nous poser... Mais quand même, on a connu ce genre de situation avec la Mouka, avec Cash, et puis après, il y a Félix Tshisekedi et Kamel. Il y a eu toutes ces plateformes là-bas. C'est leur comportement. C'était dans quelles circonstances? Chaque coalition dépend de sa circonstance. Alors, il ne faut pas confondre les histoires, il ne faut pas confondre les choses. Les Congolais se sont réunis dans l'article 64 pour un objectif commun. Tous sont en train de viser un seul objectif qui est de protéger notre constitution. Et donc, on va se limiter par là, on ne doit pas aller au-delà. Si on dit que non, je ne vois pas ces sangs céder, si c'est Yakatumbi, je ne vois pas céder à quoi? Pour que ces sangs fassent quoi? Parce que nous, ici, nous voulons stopper leur plan macabre, leur projet machiavélique de changer la constitution, et on se limite par là. Et à chaque fois qu'il y a des élections, s'il veut parler de l'organisation de l'opposition, mais à chaque fois que l'opposition s'organise, je ne sais pas si ils sont où. En 2023, on a présenté un candidat unique. On a vu notre président qui était le numéro 4 à la présidence qui a retiré sa candidature, et puis il a soutenu notre candidat. Merci. Merci. Son président lui-même qui n'a pas été élu cette émission, madame, monsieur, merci. Qui n'a pas été élu dans sa circonscription, dans sa base, n'a même pas été élu. Merci. Aujourd'hui, il fait une coalition pour nous parler. Merci, maître Joël. Merci, monsieur Edo. Merci, merci à vous, très chers téléspectateurs, qui nous avez suivis. Cette émission est terminée, on fixe rendez-vous prochainement. Restez branchés sur les antennes de Logos Télévision et à la prochaine. Merci beaucoup.